Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Pour m'accompagner jusqu'à 20h, je les accueille en leur souhaitant la bonne année. Victor Hérault, bonsoir. Pierre, meilleurs vœux. Journaliste politique à Valeurs Actuelles, bonsoir Joseph Massescaron. Tous mes vœux, Pierre. Écrivain et essayiste, nous accueillons Éléonore Carrois. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir et tous mes vœux. Merci d'être avec nous, ministre délégué. Alors c'est assez long. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Voilà. Vous me donnerez votre carte de visite. Je ne sais pas si ça tient sur un petit Oui, format. ça fait plusieurs lignes, Ça en fait effet. plusieurs lignes. Bon. Surtout beaucoup de... Alors, je voudrais savoir, Éléonore Carrois, si votre cœur saigne ce soir. Car d'un côté, je rappelle que vous êtes avocate, notamment spécialiste du droit international, et de l'autre côté, vous connaissez parfaitement l'Amérique du Sud et ses enjeux, puisque avant d'être ministre, vous avez été député des Français de l'étranger de cette zone-là. Est-ce que d'un côté, vous vous dites, comme Aurore Berger, ce matin, sur Europe 1, qui dit le monde va mieux sans Nicolás Maduro, mais d'un autre côté, il y a quand même le droit international qui intervient, et Emmanuel Macron s'est ravisé aujourd'hui en Conseil des ministres, alors qu'hier, il suivait une ligne quasi trumpienne sur la capture de Nicolás Maduro. Moi, vous me demandez comment je me sens et comment sent mon cœur, donc je vais vous répondre avec le cœur. Moi, j'ai été réveillée par des messages de Français qui vivent au Venezuela, de personnes que je connais et que j'apprécie, des amis qui ont vu ces bombardements, qui ne savaient pas de quoi il s'agissait et qui m'ont envoyé des vidéos qu'ils avaient faites ou qu'ils avaient reçues de proches. Un père qui, dans la nuit, a été voir si son fils allait bien parce qu'il n'avait pas de nouvelles, une grande inquiétude, une grande incertitude face à ce qui s'est passé. J'ai aussi été appelée par des Vénézuéliens de la diaspora qui habitent aux États-Unis, des gens très proches, des gens qui sont comme de la famille pour moi, qui avaient un grand espoir de voir enfin Nicolás Maduro tomber, et surtout ce régime répressif, avec des prisonniers politiques, avec des atteintes aux libertés les plus basiques, avec des gens qui n'ont souvent pas de quoi se nourrir parce que la situation économique est terrible, se dire en fait il y a une lueur d'espoir. Donc évidemment que c'était beaucoup de sentiments, vu que vous m'interrogez sur les sentiments. Vous résumez avec deux illustrations. Avec deux illustrations très concrètes de de choses qui personnes sont un avec peu contradictoires. Mais en fait, clairement, cette intervention, elle contrevient au droit international. Et moi, le ministre Jean-Noël Barrot l'a dit sans aucune ambiguïté. Ça a été d'ailleurs la première expression de la France, de l'exécutif français. Et le président de la République l'a rappelé tout à l'heure. Donc, la première expression de Emmanuel Macron ne parle pas de droit international. Mais elle parle de quelque chose qui est important et duquel on ne parle pas assez et qui, à mon avis, est fondamental. C'est que va-t-il se passer ? Et il faut que cet acte que l'on peut qualifier, comme moi je vous dis, ça contrevient au droit international sans aucune ambiguïté. Cet acte, en fait, il faut qu'il mène à cette transition. Et aujourd'hui, l'espoir... Oui, quand il dit la transition à venir doit être pacifique, démocratique, respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Et moi, justement, les Vénézuéliens... Mais il dit aussi que nous souhaitons que le président Urrutia, élu en 2024, puisse assurer cette transition. Edmundo González Urrutia est la personne qui a été élue le 28 juillet 2024. Et juste peut-être pour vous refaire l'historique, à ce moment-là, lorsque ces élections ont enfin lieu, parce que les Vénézuéliens ont attendu longtemps pour qu'il y ait des élections, il y a eu tout un processus, et on ne voulait pas avoir de date. María Corina Machado, qui est la prix Nobel de la paix, a été écartée des élections. Malgré cela, Edmundo González a pu se présenter, elle le soutenait. Lorsqu'enfin il y a eu des élections dans lesquelles le bourrage d'urne n'était pas permis, et que les Vénézuéliens se sont dit enfin il y aura une transition, Nicolás Maduro s'est maintenu au pouvoir, et il ne s'est rien passé à ce moment-là, de même qu'il ne s'est rien passé il y a un an. Personne n'a rien fait. Mais si, justement, la France s'est prononcée, a appelé à une transition, n'a pas reconnu Nicolás Maduro comme légitime à rester au pouvoir. Mais il n'y a pas eu d'acte mobilisé concret comme aujourd'hui avec Donald Trump qui va chercher, j'allais dire, par le col, Nicolás Maduro. Il y a de la mobilisation internationale, mais ça n'a pas suffi. Et aujourd'hui, on voit qu'il a été effectivement, comme vous dites, cherché par le col et en contravention du droit international, Nicolás Maduro. Mais est-ce que ça va suffire ? Parce qu'aujourd'hui, qui est à la tête du pays, même si c'est une phase de transition, c'est Delcy Rodríguez, qui était quand même un des opérateurs de ce régime. Donc, elle est là pour assurer une transition. C'est important que la France dise. Mais quand Donald Trump dit nous allons assurer la transition, qu'est-ce que vous comprenez ? Et finalement, il dit que cette transition va être assurée par cette personne et qu'il doit y avoir une transition. Moi, j'entends déjà transition. Et surtout, il faut dire, cette transition, c'est une transition qui doit être démocratique, qui doit respecter le droit
justement des Vénézuéliens à s'autodéterminer, à choisir leurs dirigeants. Et je vous parlais vous me demandiez de vous répondre avec le cœur. Les personnes qui m'ont appelé, les Vénézuéliens de la diaspora, ils ont relevé que le président de la République parlait de la transition et m'ont remercié pour ce tweet du président Macron qui a fait couler tellement d'encre sur ce qu'il disait, sur ce qu'il ne disait pas. Donc moi aujourd'hui, ce qui est important, quand on connaît le Venezuela, quand on connaît la situation de ce pays, je le rappelle pour les ce qui auditeurs est mon d'Europe 1. cas, c'est vraiment d'insister pour qu'il y ait une transition démocratique, pour que les Vénézuéliens puissent enfin se libérer de cette dictature. Joseph Massescaron. Alors vous avez très bien résumé, hein, toute la chronologie était absolument parfaite. Je pense que la question, pardon, je vais vous poser une question triviale. Je crois que beaucoup d'auditeurs doivent se poser la question. Parce que vous avez parlé de droit international. Ben, jusqu'à présent, le droit international, c'est pas qu'il n'a pas suffi, c'est qu'il n'a servi à rien. Ma question, c'est est-ce que le droit international, tel qu'il est conçu aujourd'hui, ne protège pas les dictateurs ? Non, le problème du droit international aujourd'hui, c'est que c'est pas le droit en tant que tel, ce sont les instances dans lesquelles ces décisions sont prises. La France s'est exprimée il y a quelques heures dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, il ne vous aura pas échappé que comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous avez des puissances qui, aujourd'hui, ne respectent pas justement le cadre de ces propres instances dans lesquelles elles siègent. Donc, Mais alors justement, pour être encore plus trivial que Joseph, à quoi ça sert de continuer à perdre son temps ? Pardonnez-moi, je suis très trivial là pour le coup. C'est une question qui est légitime. À légitime. quoi ça sert de perdre son temps aux Nations Unies ? Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas les Nations Unies ? En plus, ça doit coûter assez... Quand vous entendez M. assez cher. Guterres qui souhaite... Très honnêtement. Pardon, c'est baroque, son intervention est baroque. Ben oui. Mais par rapport à ce qui se passe. c'est important de se dire, si on n'a pas un Vous-même, j'ai endroit... l'impression que vous posez la question. Non, mais parce que cette question, il faut se poser toutes les questions. Il ne faut pas avoir de tabou, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. On a besoin de lieux où on peut se parler, on a besoin de lieux où on peut s'asseoir à la table. Et il y a, aux côtés de la France, d'autres pays européens, d'autres pays latino-américains, d'autres pays asiatiques, d'autres pays africains qui veulent qu'il y ait une réponse qui se fasse de manière articulée dans le respect du droit. Et il ne faut pas opposer le droit et la force. Regardez par exemple notre intervention en Syrie, dont on n'a pas tant parlé que cela. Quand vous êtes intervenu pour viser des frappes de l'État islamique. Voilà, ça c'est un acte de force. Ce week-end. Qui s'est fait dans le strict respect du droit international. Donc vous avez un cadre, et ce cadre, il faut le respecter. Et nous, on défendra ce multilatéralisme. On va vous poser la question autrement, si vous le voulez bien, Joseph. Est-ce que... Non mais allez-y, parce que du coup, vous m'avez fait perdre mon idée. Allez-y. Je suis désolé, non, mais sur la question du droit international. Aujourd'hui, il y a un président qui a été élu démocratiquement. Depuis 2023, il se trouve en otage dans son propre pays. C'est un grand républicain, d'accord ? C'est un homme remarquable. Cet homme, évidemment, dans la diplomatie. Oui, je vois vous froncer les sourcils parce que la diplomatie française l'a oublié. Et pourtant, cet homme, c'est le président Bazoum, au Niger. Alors moi, je veux bien qu'on parle de droit international. Je veux bien de tous ces discours. Mais là, dans ce cas-là, comment se fait-il que rien ne se passe et que rien ne se fasse ? Alors, le Niger, c'est une autre zone du monde. Oui, et on a beaucoup comparé les différentes zones du monde ces dernières 24 heures. Mais je vois que tout le monde s'enflamme sur Maduro, qui n'a pas été élu démocratiquement, pardonnez-moi, et il y a une personne qui était l'allié de la France et qui reste prisonnier otage dans son propre pays. C'est absurde. Les questions que l'on pose en filigrane, qui sont celles que les Français probablement se posent aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut véritablement faire et comment est-ce qu'on peut continuer à promouvoir des règles à un moment donné où certains ne les respectent pas. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut résolument se donner la force de faire appliquer ces règles tout en étant réaliste sur l'état du monde et sur des situations que l'on peut voir. La question, c'est est-ce qu'on aurait pu capturer Nicolas Maduro comment dirais-je, avec le bénéfice du droit international, en respectant le droit international. Est-ce que la capture de Nicolas Maduro échappe à tout droit international ? C'est ça. Je m'adresse aussi à la juriste que vous êtes. Alors, évidemment qu'il y a des moyens d'action qui respectent le droit international. Comme je vous disais, il ne faut pas opposer le droit et la force, et que je vous donnais l'exemple de cette opération en Syrie. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des forces d'intervention des Nations Unies. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
il y a des puissances qui, parce qu'elles ont élu des dirigeants populistes, parce qu'elles ont élu des dirigeants qui, eux, ne croient pas au droit international, ne souhaitent pas appliquer les règles, tout en restant quand même dans ces instances. Donc, On va il continuer. faut les défendre. Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Ayrault, Joseph Massescaron et la ministre Éléonore Carrois, qui se trouve être la ministre des Partenariats internationaux des Français de l'étranger et chargée de la francophonie, qui connaît bien cette zone du monde qu'est le Venezuela. Vous disiez d'ailleurs tout à l'heure que vous aviez des amis vénézuéliens qui vous ont appelé. On apprend également que la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, prêtera serment lundi devant l'Assemblée nationale. En fait, Maduro est parti, il clame son innocence, il clame être toujours le président du Venezuela. Rien n'a changé finalement. C'est-à-dire qu'il y a eu ce coup de force de Donald Trump qui interroge sur, on l'a dit à l'instant juste avant la pause, sur le droit international versus la force. Et en fait, il faut que tout change pour que rien ne change, comme dit la phrase Éléonore Carrois. En tout cas, il y a une véritable inquiétude, incertitude sur ce qui va se passer dans les prochaines heures. Et je vous disais tout à l'heure, je suis en contact avec des Français qui sont sur place. Rappelons qu'il y a 2052 Français qui sont recensés comme étant au Venezuela. Et il y en a probablement davantage. Et ils sont dans une attente. Lorsque vous avez un changement de régime, ou pas, parce que d'ailleurs il y a déjà eu... Il y a un danger. Il y a une forme d'incertitude. Aujourd'hui, le calme est revenu dans le pays. Les gens reprennent leur activité, mais sont essentiellement en télétravail. L'école française est restée fermée. On craint encore des bombardements, c'est ce qu'on vous a dit ? On se demande ce qui peut se passer. On a une vraie incertitude. Parce que la prochaine échéance crainte judiciaire pour Maduro, c'est le 17 mars. C'est très très loin le 17 mars. On n'est pas dans la crainte, mais en tout cas, il y a à la fois un espoir de voir la situation évoluer, un espoir pour un peuple qui, depuis des années, s'est fait confisquer sa voix, et en particulier depuis le 28 juillet 2024, où ils avaient voté massivement pour Edmundo González Urrutia. Et donc, cette envie de voir les choses changer et en même temps une grande incertitude. Victor Oui, Ayrault. Madame la ministre, je reviens parce que je trouve ça très intéressant comme débat sur la notion d'opposition, ou vous dites d'ailleurs de non-opposition entre force et droit international. C'est un débat qui est vieux comme les relations internationales. Il y a deux écoles en droit international, je vais très vite, c'est facile à comprendre. L'école la plus récente qui considère que le droit permet d'estomper la puissance et permet de faire en sorte que ce ne soit pas la loi de la jungle. Et l'école la plus ancienne, la plus dominante, qui est le réalisme, la charia, qui considère que le droit émane de la puissance et qu'en fait ce sont les puissants qui dictent le droit et qu'au fond les relations internationales, le droit international ne sert pas à grand chose, c'est plutôt des règles qui marchent que quand tout fonctionne bien, et quand quelqu'un se permet de les enfreindre, il n'y a plus personne pour dire qu'ils les ont enfreints. Ma question, c'est quelle est la doctrine macroniste, ou en tous les cas la vôtre, si vous ne voulez pas parler au nom de tout le gouvernement, mais quelle est la doctrine macroniste? Est-ce que c'est la puissance avant le droit, ou est-ce que c'est le droit avant la puissance? Je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique et je ne vais pas vous donner la doctrine. Dommage. Mais non, je ne pense pas que ça soit ce qui intéresse vos auditeurs, mais cela dit, on pourrait avoir Mais vous savez, débat très intéressant. on en parlera tout à l'heure avec Nicolas Bavrez. Donc, Eh bien, ça sera sans doute très intéressant. Et cette question, je vais essayer de répondre de manière concrète, parce que je pense que c'est ça qui intéresse aujourd'hui les Français. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de défendre le système des Nations Unies, qui est imparfait, qui a beaucoup de choses qui ne marchent pas, qui a une charte qui n'a pas été respectée? Enfin, tout ça, on le voit évidemment. Parce que dans ce système des Nations Unies, nous avons un poids, nous avons une voix, nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, alors que nous sommes un pays géographiquement, démographiquement, d'une taille moyenne. Eh bien, nous avons véritablement un poids, un droit de veto. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais à quoi sert ce poids si on ne sanctionne pas quand quelqu'un enfreint la règle? Mais ça sert à agir dans un certain nombre de scénarios d'opérations. Par exemple, je pense à d'autres endroits de ma circonscription, à Haïti, où il y a eu une intervention des Nations Unies. Je pense à d'autres endroits où les Nations Unies interviennent et où d'ailleurs ce sont les derniers qui restent. Que ce soit d'ailleurs, on parlait des casques bleus de l'ONU, mais ça peut aussi être les agences onusiennes qui sont d'ailleurs coordonnées par les États et financées par les États. Donc en fait, quand on parle de droit international, d'instances, d'institutions internationales, on parle en réalité de structures, d'institutions qui ne sont que ce que l'on met dedans. Si demain vous aviez un changement de gouvernement en France avec quelqu'un qui ne croyait pas aux Nations Unies et décidait complètement d'enfreindre les règles, on n'aurait pas la même position. Nous, évidemment qu'on croit à ce système multilatéral. Le président de la République l'a rappelé lors de son allocution à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. C'est important d'utiliser ce système multilatéral
pour pouvoir avancer dans un certain nombre de Mais dossiers. est-ce Et que vous me direz... est-ce que les vous me direz États-Unis toutes sont les tellement failles. puissants qu'ils sont au-dessus du droit, puisqu'on n'appliquera pas de sanctions, puisque ce sont les États-Unis et pas un autre Mais c'est pays? pas une question de sanctions. Les sanctions, elles peuvent se prendre au niveau européen, elles peuvent se prendre au niveau national, elles peuvent se prendre aussi au niveau onusien. La question, c'est comment est-ce que vous avancez? Vous avez une autre puissance, qui est la Russie, par exemple, Oui. qui est aussi membre du Conseil de sécurité. de l'ONU. Donc la question, c'est pas vraiment de voir comment est-ce que vous sanctionnez ou pas, c'est comment est-ce que vous réussissez à avancer et surtout comment est-ce que vous retrouvez des partenaires. Aujourd'hui, vous avez une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et je pense que c'était important parce qu'il y a Alors- beaucoup d'autres partenaires et d'autres puissances qui, elles, veulent faire fonctionner ce multilatéralisme. Et de dire que le multilatéralisme est imparfait, de dire qu'il a des limites, et de les observer, Oui, mais c'est peut-être qu'on a- important de le on- faire, mais je pense qu'on ne peut pas... on ne peut pas faire abstraction ou juste vouloir détruire Jusqu'au ce moment où on n'a système. plus le temps de parler et il faut Mais agir. on agit dans ce cadre. Hein. Joseph Et heureusement que Massescaron. les Nations Unies sont là. Alors, se réunit. se réunit aussi aujourd'hui et demain, dites-moi si je dis une bêtise, mais la conférence des ambassadeurs. Bien. Mhm. Elle a De été France. créée de France. Elle a été créée, le premier a été en 93, si ma mémoire est bonne. Le président Macron a prévu de prendre la parole devant ses ambassadeurs. Oui, tout à fait. Le président prendra la parole jeudi devant ses ambassadeurs et il y aura toute une série d'ateliers. Parce que jusqu'à présent, c'est pas ce qui avait été prévu. Hein. Il était prévu que justement ils ne prennent pas la parole, mais qu'il y ait des ateliers à la place. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est qu'il y Voilà. aura tout un- Donc je toute une m'interroge par rapport à la discussion, situation du monde, si convoquer des ambassadeurs partout du monde, Non, les non, mais- réunir pour faire des ateliers, c'est Non, non, mais, absolument le bon choix. Non, mais atelier, il y aura des discussions, il y aura un travail qui sera fait parce que cette conférence des ambassadeurs, la question ce n'est pas Il n'y a pas des d'avoir... ateliers poterie. Non, Joseph. c'est exactement. Je ne mets pas Pardon. en doute la convivialité des Vous ateliers. voyez, moi, hein. je comprenais même pas la nuance de votre question. C'est évident Mais qu'il je va peux vous dire parler... qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs qui ne la comprennent pas du non, tout. non, mais il y aura évidemment... Vous en avez eu Oui, au téléphone, absolument. c'est C'est pour ça que je prends la Ouais. liberté Non, de il y vous aura interroger. évidemment- il Au y moins, aura je pourrais les évidemment rassurer in Vous vivo. pouvez les rassurer, Voilà. puis ils sont rassurés aussi, puis ils ont quand même leur ministère et un dialogue avec nous. Mais justement, alors on parlait clair. de cette situation internationale que Victor Hérault disait. Nicolas Bavrez, tout à l'heure à 20h10, nous expliquera son long papier dans le Figaro ce matin, qui dit que l'intervention des États-Unis acte la rupture avec le droit international, valide les revendications de Moscou sur l'Ukraine, de Pékin sur Taïwan. Qu'est-ce que vous répondez à Nicolas Bavrez, qui est une personne éminente, et qui dit aussi à la fin de son papier qu'il faut oublier Emmanuel Macron, son déni des réalités, ses échecs en chaîne et son impuissance? Moi, je dis face à tous ces commentaires, et pas particulièrement à Nicolas Bavrez, mais à tous ceux qui ont pris la parole dans les dernières heures sur le Venezuela, sur En comparant le avec le droit Groenland, international. Je pense qu'on est dans un moment de l'histoire, de la géopolitique, où il faut être unis et où il faut aussi être patriote. Et être patriote français, ça veut dire aussi défendre nos intérêts et défendre ce que nous Oui, sommes. mais Et le donc premier défendre des notre patriotes, unité. c'est Emmanuel Macron, Eh bien, puisque c'est le président de la République. Eh bien, évidemment. Alors, Et- est-ce qu'on est lorsque- suffisamment unis lorsqu'il derrière dit- lui? Est-ce qu'il nous unit suffisamment? Mais nous devons aussi, et les commentateurs, les différents dirigeants politiques qui sont évidemment dans leur rôle lorsqu'ils critiquent, mais ils doivent quand même voir la gravité de la situation et l'importance d'être fort et d'être fort sur le plan international. Et aujourd'hui, lorsque l'on défend le multilatéralisme, on défend les intérêts de la France. Lorsque l'on défend le système onusien dans lequel la France joue un rôle aussi important et peut intervenir et est intervenue, on Bah là, défend elle est pas aussi les intervenue, en intérêts de la l'occurrence. France. Et lorsque on est dans un discours alarmiste en disant c'est la fin d'un système, pardon, mais moi j'ai grandi en Mhm. Amérique latine, Mhm. je peux vous dire que il y a eu d'autres, et puis on a parlé beaucoup de la doctrine Monroe, on a parlé d'autres périodes de D'autres l'histoire interventions dans américaines. lesquelles il y avait oui. déjà le système multilatéral et il y avait déjà des enfreintes à ce système multilatéral. Donc on ne va pas refaire un cours de géopolitique. Ce qui est important aujourd'hui, c'est comment on réagit. Et si on est véritablement patriote, si on veut être fier de son pays et si on Et veut porter les intérêts de la Et vous France... êtes d'accord avec lui, puisqu'il dit qu'il faut retrouver une souveraineté, mais retrouvons-la. Mais en Mais c'est- l'occurrence, mais- c'est un peu difficile ces derniers temps de retrouver un semblant de Bah, souveraineté. je vais vous dire, déjà, il faudrait qu'on ait un budget. Parce que là, c'est la parlementaire, l'ancienne parlementaire qui vous parle. Si on veut faire avancer notre pays, il faut aussi, à un moment donné, prendre ses responsabilités et doter notre pays d'un budget, notamment pour le budget rectificatif des armées. Et à un moment donné, il faut aussi sortir de la polémique permanente et pouvoir avancer et se rendre compte qu'on est dans un monde dans lequel il faut que nous apparaissions unis. Sur Mais la le polémique, fond- pardonnez-moi, elle est nourrie par l'exécutif lui-même, les gens qui nous écoutent. Enfin, ils ne sont pas fous, ils ont bien entendu
le président de la République tenir un discours qui n'était pas le même que celui de Jean-Noël Barrot. Et ensuite, aujourd'hui, il y a correction de ce discours. Est-ce que sur un sujet comme celui-ci aussi important, on peut être dans le « en même temps » ? Mais il n'y a pas eu de en même temps ni de correction de ce discours. Vous avez eu, là, je ne peux pas vous une laisser dire ça. expression, Madame il y la a eu ministre, une avec respect, je ne peux pas expression vous de laisser dire ça. l'exécutif qui a été très claire, qui a été celle de Jean-Noël Barrot. D'ailleurs, on est en train de parler de tweets. Il n'y a pas eu de déclaration Aujourd'hui, on est en 2026. Un Oui. tweet, c'est une déclaration. Oui, mais vous voyez, la plupart des Français, ils n'ont pas lu les tweets. Ils ont lu les commentaires Mais qui ont été faits les des journalistes tweets sont dans là les pour différents... relayer les tweets. Oui, mais voilà. Dans ce cas-là, mais- on arrête Twitter. bah, Dans ce cas-là, il faut dire à M. honnêtement, Macron moi, ça me d'arrêter conviendrait. Twitter. Moi, On peut dire aussi à honnêtement, Trump d'arrêter Twitter. Oui, aussi. voilà. aussi. Vous voyez, Non, mais voilà, on non, arrête. mais c'est important de le dire. Vous vous dites le président s'est adressé Moi, à la nation. Mais oui, Quand mais Emmanuel le Macron peuple- tweet en espagnol, le c'est pas pour peuple rien. vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et on ne peut que s'en réjouir. Ce sont les Ça a été premières tellement lignes. fort que c'était repris par Trump Mais lui-même. bien sûr. Trump lui-même en a fait, pardonnez-moi. On peut pas effacer en disant il a pas dit ça. Bah, si. mais ça, le fait qu'on ne puisse que se réjouir de la chute de Nicolás Maduro, je pense qu'il y a une forme de consensus, peut-être sauf la France insoumise qui le soutenait jusqu'à il n'y a pas longtemps, je ne sais pas D'accord. s'ils le soutiennent encore. Je pense que tout le monde est assez d'accord sur ça. Et sur le fait que cette intervention militaire s'est faite en contravention du droit international, il y Bien. a aussi un accord sur cela. Merci beaucoup Eleanor Je vous en Carrois prie. et merci de nous avoir parlé du Venezuela Merci. avec le cœur. Absolument. Hein, c'est ce que vous Absolument. avez fait. C'est ce que Et vous la m'avez demandé. Et la prochaine fois, vous reviendrez pour nous parler du Mercosur parce que ça arrive vite.